parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, sur gillesparent.com. On nous retrouve également sur plusieurs applications populaires, entre autres Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et YouTube sous le vocable Parents et Amis. Bienvenue, une autre rencontre qui s'avère intéressante. Le sujet est très bon. Merci pour vos commentaires des derniers podcasts des dernières semaines. Ça a été très aimé, très apprécié. On se dit toujours en plein été parce que ça a été enregistré en plein été. Est-ce qu'il va y avoir autant de monde à l'écoute? Puis semble-t-il qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. On va parler de la situation de l'immobilier qui a tellement bougé depuis 2 ans que les étonnements n'arrêteront pas de sitôt de ce qu'on comprend. Parmi tous ceux et celles qui ont des projets de changer de demeure, il y a bien sûr l'achat d'un chalet, plus grande maison, rénovation ou le transfert de région. Mon invité est agent immobilier, mais pas chez nous. Présentement, il travaille plus à l'extérieur. Il œuvre sur le côté ouest de la Floride. Il a plus de 35 ans d'expérience dans la vente et le service à la clientèle, dont plus de 15 ans en immobilier. Bonjour Daniel Tremblay, comment ça va? Bonjour Gilles Parent, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Bien, ça me fait plaisir. Je sais, on a des amis communs, on a tellement de monde autour de nous. On ne fait pas une rue ou deux à Québec sans trouver quelqu'un qui passe quelques mois en Floride ou qui l'a déjà fait ou qui veut le faire. Effectivement, c'est bien vrai. Ouais. Donc, vous avez, cher Daniel, choisi le meilleur des deux mondes, travailler et profiter pleinement du beau temps en Floride. Ben oui, ça a été très difficile. Je souffre à tous les jours d'ailleurs. C'est sûr. On vous croit. Mais il faut parler un peu de comment tout ça est arrivé, dans le fond. Parlez de vous peut-être, que vous avez commencé dans un autre domaine. Qu'est-ce qui vous a amené en Floride? Faites-moi l'histoire, on a le temps là en podcast, on veut savoir ça. Bon, ben moi, j'ai toujours été attiré vers les États-Unis depuis les voyages en tente roulotte avec mes parents, qu'on allait à Cape Cod, puis à Wildwood. Hein? Je ne suis pas des seuls dans ma génération, je suis dans la cinquantaine. Donc, puis j'étais fasciné par l'anglais. Évidemment, je ne le parlais pas, mais on allait là tous les années pendant plusieurs années. Puis j'ai toujours été aussi fasciné par, c'est drôle, là, les palmiers. Je me souviens, quand j'avais 9-10 ans, mes parents avaient ramené une brochure d'un club aventure ou je sais pas quoi, là, puis il y avait des photos, je découpais tous les palmiers, puis j'étais comme attiré vers le sud, les perroquets, puis cette attirance-là, ben, s'est réalisée là, concrètement lorsque j'avais 20 ans. Je suis parti en Californie et j'ai habité là pendant 6 ans et suite à ça, j'ai travaillé comme guide touristique partout en Amérique du Nord, mais surtout aux États-Unis. Donc, vous avez appris l'anglais en vivant là-bas, c'est ça je comprends? Sur le tas, j'ai appris l'anglais à San Diego en travaillant dans un restaurant comme boss boy à l'époque, puis en écoutant les surfeurs américains à répéter leur accent, essayer d'imiter un peu pour avoir le moins d'accent possible. Mais écoute, quand on n'est pas natif, il reste toujours un fond d'accent. Puis après ça, ben c'est ça. J'ai été guide touristique, puis pour un grossiste en voyage d'aventure. Fait que là, mais à 20 ans, je dis c'est assez jeune. On voit ça, là, mais est-ce que vos parents vous ont encouragé à faire ça? Est-ce que vous avez été obligé de vous sauver de la maison? Ben... Il n'y a pas une situation pareille, hein? Non. J'ai comme arrêté le cégep à ma dernière année. J'ai annoncé à mon père dans la balançoire dans le cours, écoute, je m'en vais à Vancouver. Fait que il n'a pas sauté de joie, certain, là. Et non, il sautait pas de joie, il sautait de d'autres émotions. Il était là, ben voyons, puis tout ça. Fait que je suis parti en autobus voyageur. Traverser le Canada, 76 heures d'autobus, puis là, j'ai habité à Vancouver pendant quelques mois, puis là, il pleuvait. Je suis arrivé là à l'automne, puis dans le bout du mois de décembre, j'ai dit, je m'en vais en Californie. Fait que je suis parti sur le pouce en Californie avec un copain qu'on a en commun. Je ne sais pas si on peut le nommer, mais en tout cas. Ah oui, pas de problème. François Audet. Un homme d'affaires, qui a vécu toutes sortes de turbulences, lui aussi. Oui, c'est ça. Fait que on a quitté de Vancouver à San Diego sur le pouce. Écoute, c'est beaucoup de kilomètres. Hein? Et puis, ça a été... Pas trop d'argent dans les poches, d'après moi, Daniel? On est arrivé à San Diego avec $1 et $1 américain et le troqueur, le camionneur qui nous a déposé, nous a donné un $10 américain. Donc, on avait $11. On s'est précipité au McDonald's pour les deux. Fait qu'on on l'a clenché en 5 minutes au McDonald's. Un Big Mac chacun.
Et puis, de fil en aiguille, ben c'est ça, j'ai réussi à être légal, puis à travailler en hôtellerie, en tourisme, toujours au service à la clientèle. Et puis, suite à mes années comme guide touristique pendant 5 ans partout aux États-Unis, là, en voyage aventure, j'ai été promu à la vente en Europe. Et là, je faisais la promotion de ce grossiste-là dans 11 pays en Europe. Mais l'attrait des États-Unis était toujours là. Donc, je suis revenu après ça au Québec pendant un bout de temps. Et là, finalement, je suis arrivé aux États-Unis, arrivé à nouveau en 2001. 3 semaines après les attentats du 11 septembre. OK, Et là, OK. mes amis étaient là. Ben là, la Troisième Guerre mondiale va commencer. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Fait que là, je me suis installé sur la côte ouest de la Floride et là, j'ai pris mon cours d'agent de courtier immobilier. OK. Bon. Pourquoi la côte ouest, d'abord? Première question. Moi, quand j'entends parler de la Floride, depuis 40 ans, mes parents sont allés faire un tour, c'est Fort Lauderdale ou Miami. C'est ça qu'on entend le plus. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Au contraire, moi, je suis allé sur la côte ouest, j'ai adoré. Mais je sais qu'on va en parler un peu dans le podcast parce qu'il y a comme un virage qui s'est fait, là. Mais parlons de Daniel Tremblay. Pourquoi avoir choisi la côte ouest alors que plusieurs prenaient la côte est? Exact. Ça a été, pour y avoir été une fois, là, je suis allé sur la côte Est et puis j'ai regardé sur la côte Ouest les images. J'ai fait beaucoup de recherches avec ce qu'Internet pouvait donner Mhm. là, en 2000. Oui. Puis les villes semblaient un petit peu plus calmes, un petit peu plus relaxes. Les plages, beaucoup plus belles sur la côte ouest. Oui. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur la côte est. C'est très beau, là. Mais au niveau des plages de sable blanc, parce que sur la côte ouest, il y a des chapelets d'îles qui longent toute la côte de Naples, là, pratiquement jusqu'à Clearwater. Et là, on est sur ces îles-là avec des belles sables. Tous ceux qui ont été sur la côte ouest peuvent certainement être d'accord avec moi là-dessus. C'est pas, Et de toute puis, façon, Daniel, c'est pas un contre l'autre, là. du tout. L'Est et l'Ouest fonctionnent bien. C'est probablement l'Ouest qui progresse plus présentement. C'est ça? Oui, oui. Il y a comme, c'est un peu une rivalité comme Québec-Montréal, un peu, là. On est tous dans le même patelin, on parle tous la même langue, il fait froid ou il fait chaud dans notre cas partout, sauf que c'est ça, c'est différent. Donc, OK. je peux en parler plus en détail si tu veux tout à l'heure, Ben mais oui, c'est ça. on va s'avancer vers ça, il n'y a pas de problème. Donc, les premiers pas comme agent immobilier, c'était. Est-ce que c'était décidé quand tu arrives en Floride en 2001, je veux faire mes cours puis être agent immobilier, puis servir probablement à l'époque ton objectif, ça veut dire, comme j'ai fait le tour du monde, je me suis promené pas mal, mais je connais bien le Québec. Il y a la langue qui est une barrière encore pour beaucoup de monde en 2001. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, on en parlera, mais est-ce que l'idée de l'agence d'être agent immobilier était déjà ancrée avant de partir? Non, c'est pas venu tout de suite. À ce moment-là, je travaillais avec François Audet encore. Ouais. J'ai passé la moitié de ma vie avec lui. Hein. Ouais. C'est mon plus grand body. Et puis, je lui ai comme annoncé en fait, que je m'exilais encore une fois aux États-Unis. Donc, Ouais. on s'est séparés au niveau de l'entreprise pour laquelle je travaillais pour lui. Puis, et là, j'ai passé 6 mois sur la magnifique île d'Anna Maria, qui est au sud de Tampa, à me promener, à faire du bateau, à faire de la méditation, à faire mon millionnaire, même si je ne l'étais pas. Puis, suite après 6 mois, je me dis, bon, ben c'est bien le fun, là, mais Faudrait que je fasse de quoi? faudrait que je fasse de quoi. Et puis là, la vente, j'ai toujours puis le service à la clientèle, j'ai toujours été là-dedans. Ben Donc, oui. j'avais un agent qu'on avait contacté, François et moi, pour une autre truc en Floride. Oui. Puis je suis allé le voir. Je dis, écoute, j'aimerais ça travailler, tu m'engagerais-tu? Il dit, ben oui, fais ton cours. Et puis là, j'ai fait mon cours en 2001 et puis j'ai commencé. Connaissant un peu François, puis connaissant l'ambition que tu sembles démontrer, d'après moi, tu n'es pas resté le dernier vendeur longtemps, hein? Non, ça s'est bien passé, très, très bien passé. J'ai travaillé dans une équipe, mais après un an, après qu'il m'a enseigné tout, j'ai dit, écoute, faut que je vole de mes propres ailes. Et puis, d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça, j'ai été nominé, là, nominé par la performance comme troisième meilleur courtier pour l'agence pour laquelle je travaille. On est 90 à peu près OK, c'est bon. pour cette Bravo. année. Et OK. ça, c'est grâce aux Québécois. Ah oui? Alors, Mais est-ce oui. que c'est essentiellement les Québécois, vos clients, depuis une vingtaine d'années? Non, non, c'est seulement cette fois-ci. Avant, là, en fait, ça fait 13 ans que je suis dans l'immobilier Directement, OK. aux États-Unis, oui. Et puis, ça fait juste 2 ans que je suis vraiment focusé sur les Québécois, sur le Québec. Je fais ma promotion là, je fais des vidéos qui sont ciblées pour eux. OK. Et puis, donc, 80% de ma clientèle, c'est des Québécois.
Ça a viré bout pour bout. Parce qu'il y avait une opportunité, mais ça correspond presque au début de la pandémie. Ça veut dire que vous avez senti qu'il y avait un intérêt soudain extrêmement fort. Est-ce que c'est ça que je comprends? En fait, je dois te dire que de 2001 à 2011, lorsque j'ai fait des mobiliers, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et là, je me suis ennuyé du Québec. Je suis retourné au Québec pendant 9 ans. Alors, de 2011 à 2020, j'ai été au Québec. Et lorsque la pandémie a commencé, là, en mars, avril, je suis revenu aux États-Unis avec ma famille. Et là, je m'ennuyais de la Floride, tout ça. Alors, je suis revenu sur la côte ouest où j'étais déjà. Et là, j'étais obligé de refaire mes cours. Et à ce moment-là, je n'avais plus aucun contact de mes 10 années d'avant, parce que là, j'avais eu une petite vacance de 9 ans à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans les montagnes de Québec. Et là, je suis revenu. Donc, il a fallu que je me réinvente une clientèle. Et là, je me suis dit, avec l'avancement entre 2001 et 2020, Facebook a été inventé carrément. Les médias sociaux ont explosé. Donc, la promotion qu'on faisait dans les années 2000, au début des années 2000 à 2010, est carrément différente de ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, j'étais très présent sur Facebook. Alors, je me suis dit, je vais aller sur les groupes de snowbirds et je vais leur donner une valeur ajoutée. Je n'ai pas parlé de moi pendant 1 an, en fait, comme courtier. Je faisais des vidéos touristiques. Wow. Okay. Donc, j'ai comme très mélangé. Bonne idée. Donc, faire connaître le produit, montrer qu'on connaît ça. C'est vrai, dans le fond, avant de dire, by the way, si vous avez besoin, je suis là. Exact. Exact. Après 1 an, je me suis affiché comme courtier, et puis là, ça a décollé. Il faut dire que cette année-là était un petit peu plus difficile pour moi parce que le Québec a comme fermé. Ils ont barré. C'était très sévère au Québec, Les Québécois ont arrêté de voyager. Donc, toute ma clientèle était comme au Québec. Et puis là, après la première année, je pense qu'il y a eu une genre de petite révolte pour plusieurs. Et là, ils se sont mis à vouloir sortir du Québec. OK. C'est le même qu'on a vu ça. Bon, est-ce que, en général, avant qu'on parle en particulier de ce que sont les nouveaux snowbirds, les changements depuis 20 ans, parce qu'il y en a beaucoup grâce à la technologie, grâce à l'avancement d'Internet, entre autres, le télétravail, les tracances, comme on parle, le travail et les vacances qui existaient bien avant la pandémie, mais on va en parler tantôt. Mais je veux savoir, est-ce que l'attrait du soleil, la chaleur, le beau temps, c'est encore un élément majeur pour les gens qui veulent aller en Floride, outre tous les autres? Le climat, oui. Avant c'était ça. De mon expérience à moi et de mon observation dans les 30 années avant, mettons, la pandémie, là, les gens allaient en Floride, évidemment, pour prendre une pause de l'hiver au Québec, tout ça. Mais là, depuis 2020, les raisons pour une émigration du Québec quasiment de masse, en tout cas en grand nombre, c'est le climat arrive en dernier. Là. C'est plus ça les raisons. OK, il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce qui a changé en 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce qui a changé? On parle d'une Nouvelle-Floride, Daniel. On parle des nouveaux snowbirds, mais avant de définir les snowbirds, la Nouvelle-Floride, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Bien, je crois que c'est le fait, si on parle par rapport au Québec, là, c'est que les générations, mes parents, moi, là, c'était rare que les gens parlaient anglais. Donc, les gens, puis quand j'étais jeune, les amis, les parents de mes amis qui allaient en Floride, c'était comme, ils sont donc bien chanceux. Puis quand toi, tu pouvais te faire... quand j'avais un ami qui allait à Orlando, à Disney World, c'était comme, t'as été en Floride. C'était comme gros, la Floride. En 1980, là, c'était comme, ils vont à Floride, eux autres. Ton oncle a un condo en Floride. C'était comme, ah oui. Puis un condo, c'était pas... Puis après ça, ça a été surtout les parcs de maisons mobiles pour... une génération de Québécois qui parlaient un peu moins anglais. Donc, ils se regroupaient, c'est ça, pour se sécuriser. Oui. Exact, Gilles. C'est exactement ça. Puis c'est correct. Les communautés font ça souvent. Si on veut avoir un sens de sécurité, puis profiter ça se voit partout dans le monde, Daniel. Ça se voit partout dans le monde. La ghettoisation, d'une certaine façon, les gens qui se regroupent, pas nécessairement vivent tous ensemble, mais garder contact, se connaître. C'est rassurant, puis c'est le fun de parler sa langue. Même les gens qui viennent au Canada, c'est la même chose dans l'entourage de Toronto, Montréal, les grandes villes. Il y a ça. On le vit même à Québec un peu. Il y a des communautés qui vivent ensemble. Pas nécessairement tous sur le même terrain, là, comme ça se voyait en Floride. Mais je veux dire, c'est pas non naturel que de vouloir avoir des aptitudes. Il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui disent, moi, essayer d'être loin des Québécois pour pas me faire déranger, mais tu dois voir les deux. Mais c'est drôle. C'est vrai, il y a de ça aussi. Mais quand même, ça s'explique, là, ça se voit. C'est pas unique aux Québécois de vouloir se rassembler quand on est dans une culture différente. Qui se ressemble, s'assemble. Hein? L'expression n'est pas là pour rien, puis je comprends ça. Mais là,
les jeunes, quand je dis les jeunes, même les gens de mon âge, surtout dans la quarantaine, cinquantaine, ben, on a appris l'anglais. On est beaucoup plus. Ben, on parlait tantôt que c'était rare que les gens allaient en Floride, mais là, après ça, on regarde juste depuis les années 2000. C'est très récent, là. Depuis 10-15 ans, là, tout le monde s'est mis à aller dans des tout inclus. Oui. Une semaine de vacances. Oui. C'était comme. Puis là, ce qui était une chose, quasiment on allait là pour un voyage de lune de miel, c'était rendu monnaie courante. Vrai. Les couples vont là 2 fois par année, une semaine à Puerto Vallarta, une Un autre groupe semaine de à filles, Cuba. un groupe de gars, des chums Exact. de hockey. Non, c'est vrai que ça s'est très libéralisé. Fait que c'est devenu quasiment fast-food. Aller dans le sud, c'était comme, c'est plus compliqué. Tu t'achètes ton billet, tu t'en vas. Fait que plus les générations sont jeunes, plus ils parlent anglais. Donc, la barrière de la langue, ça fait, qui était plus là ou moins là, ça fait que les gens se sont dit, ben, je vais aller voir ailleurs qu'à Hollywood, puis Fort Lauderdale. Je vais aller voir, tu sais, ils étaient plus à l'aise d'aller à Tampa, aller ailleurs. Donc, il y a eu une ouverture à d'autres endroits de la Floride que juste des pockets de French Canadiens, de Canadiens français qui se rassemblaient tous. Ça existe encore, puis encore un attrait, parce que les vols directs l'été, moi, je connais beaucoup de gens d'affaires qui sont plus dans des maisons mobiles. D'ailleurs, on voit les parcs qui ont été fermés. On a vu ça là, aux nouvelles. Okay. Les parcs de maisons mobiles qui sont rachetés pour construire des tours de condominium. Ils vont avoir leur propre condo, dans le fond. Ils vont s'en aller, pas nécessairement tous ensemble, mais ils vont j'allais dire, s'installer plus confortablement. Peux-tu dire ça? Oui, et puis leur chum pas loin, puis on va faire du bateau ensemble. Jouer au golf. Oui, le golf, ben oui, c'est ça. Donc, il y a eu vraiment un gros changement au niveau comment on voyage et combien de fois on va en Floride, puis qui va en Floride. Quand on disait, donc, Daniel, il y a 25, 30 ans, 40 ans, on disait les snowbirds, on passait à des gens aux cheveux gris, 70 ans en montant, mais c'est plus ça. Ça veut dire qu'il y a plein de snowbirds maintenant plus jeunes. On voit ça souvent, je vois ça beaucoup. J'ai des clients, là, des jeunes pré-retraités, là, des gens qui ont bien réussi en affaires, puis il y en a beaucoup au Québec. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau au Québec, il y a tellement d'entrepreneurs maintenant au Québec, beaucoup de plus de gens d'affaires encore qu'en 1990, où c'était rare qu'il y avait... Bon, alors, ces gens-là, ils ont dans quarantaine puis début cinquantaine. Ils viennent passer souvent, comme il y a des entreprises au Québec, ils viennent un mois, ils repartent 2 mois au Québec. Ils reviennent un mois, tu sais, où ils peuvent faire un mois. Moi, j'en ai qui gèrent leur entreprise à partir d'ici, là. Ils vont 1 semaine par mois ou 4 jours par mois au Québec, puis ils reviennent. Donc, ils passent l'hiver comme ça. Puis l'été, ben c'est tellement beau, le Québec, l'été. Fait qu'ils repartent. Ils repartent. Puis, il y a le 6 mois. Y a-t-il encore le 6 mois? Oui, c'est important, ça? Oui. Pour avoir tous les services québécois, dans le fond, c'est ça? Exact. OK, donc c'est 6 mois maximum. Exact. Pour l'année. OK, la plupart des gens, tu n'es pas obligé de le faire d'une traite, là, mais il faut que tu respectes ça pour être capable d'avoir les avantages des deux côtés, dans le fond. Exact. Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que malgré tout ce qu'on vient de mentionner, comme il y a un genre de virage vers la côte ouest, que la côte est quand même, Fort Lauderdale et les autres ont encore la cote, c'est encore populaire? C'est encore très populaire. Oui, en fait, on dirait que c'est populaire partout, en fait. Ouais. Oui, Orlando, il y a beaucoup de Québécois qui s'en vont là. Il y a des gens qui préfèrent aller à Naples, dans le sud, Fort Myers. Chaque ville est tellement différente. Si on pense que la Floride, il fait chaud partout. Oui, il fait chaud partout l'été, mais l'hiver, le climat est très différent. Dès qu'on est au nord de Tampa Bay, ça, c'est la zone subtropicale au nord. Dès qu'on est au sud de Tampa Bay, c'est la zone tropicale. Donc, les nuits vont être moins fraîche, parce qu'on a des fronts froids l'hiver. Hein? Et à Jacksonville, là, il peut faire moins 2 Celsius la nuit, là, dans des fronts froids, puis 4-5 durant le jour. Donc, c'est pas la même Floride qu'à Fort Lauderdale ou à Sarasota, exemple. Donc, mais la Floride est rendue populaire partout, sauf que la côte ouest, qui était une zone un peu dormante et qui était typiquement réservée aux Canadiens anglais. Donc, les gens de l'Ontario allaient sur la côte ouest parce que il n'y avait pas beaucoup de francophones. Y allaient où ça parlait anglais, évidemment. Puis les francophones allaient sur la côte est. Maintenant, ça se mélange. Les gens vont un peu partout. Dis-moi, Daniel, on parle des Canadiens, des Québécois, évidemment, qui vont en Floride, mais est-ce qu'aux États-Unis, vous remarquez une migration vers la Floride? Des autres États plus frais, par exemple, qui disent, regarde, moi, je sais pas comment je vais faire, mais d'ici la fin de mes jours, j'aimerais ça qu'il fasse plus chaud à l'année. Est-ce qu'il y a une migration inter-État? Une grosse migration inter-État. Évidemment, pour les raisons que tu viens de décrire, oui, le climat. Oui. Je crois qu'il y a eu des prises de conscience à l'échelle planétaire durant les 2 années de COVID sur la vie que les gens menaient, sur nos buts.
et puis tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont changé, il y en a qui ont changé drastiquement leur vie, mais oui. Mais ça s'explique, Daniel, quand on y pense. Honnêtement, quand la pandémie a commencé, on en jasait entre amis, là, on ne savait pas où on s'en allait. C'était épeurant, puis on avait peur de mourir. On se disait, ça meurt, il y a des morts. Tu sais, c'est vrai, avant qu'on sache que, bon, il va y avoir les vaccins, on va être capable de vivre avec, comme on dit, il y a eu une période vraiment où les gens se sont dit, wow, attends un peu, moi, ma vie, je ne sais pas s'il me reste 100 ans à vivre, peut-être que j'ai plus de fait que de moins, puis pourquoi j'attendrais, puis peut-être un genre d'urgence de vivre. Tu as dû entendre ça dans tes clients. Des prises de conscience pratiquement existentielles, justement, quand tu te mets vraiment à dire, OK, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, puis c'était au niveau de l'importance de cet événement-là, là, après coup, aussi gros que, parce que nos générations n'ont pas connu de guerre ou d'événements comme ça. Majeurs mondiaux, dans le fond, des événements mondiaux, oui. C'est ça. Et là, on s'est retrouvé avec, tu sais, surtout au Québec, en Californie, plusieurs États, des lockdowns, des règlements, des couvre-feux. Fait que là, les gens, ça a créé des insécurités. Les gens se sont dit un petit peu, là, que j'aime tout ça, ma job. Je peux. Il y en a qui ont switché, d'ailleurs. Il y en a une gang qui sont réinventés, qui ont réappris. Toi, tu dis que tu as pris tes cours sur le tard, des cours dans l'immobilier, mais il y en a plusieurs qui ont dit, écoute, finalement, j'aime pas ma job, je vais profiter de la pandémie où je peux pas trop travailler pour faire des cours du soir. C'est étonnant comment il y a eu de mouvement comme ça. C'est vraiment étonnant. Puis en même temps, ben, comme tu dis, avec toutes les raisons, ça s'explique aussi quand on regarde l'humain, tu sais. Puis au Québec, on est gâtés. On n'a pas eu, tu sais, à part, mettons, tu retournes la crise d'octobre en 70, puis bon, des choses comme ça. Tu sais, c'est vraiment le calme plat au Québec, là. Oui. On fait nos choses, on voyage beaucoup intra-Québec, on est très un peuple homogène en général, et là, on se retrouve avec une crise comme ça. Là. Les gens ont été ébranlés, puis ils le sont encore. Oui, effectivement. Est-ce qu'on sait combien de... Parce que la Floride, donc l'attrait de la Floride est loin de s'estomper. Ça, je le comprends très bien, Daniel. C'est assez clair dans nos discussions. Mais est-ce qu'on sait en statistique, parce que toi, tu es là-dedans, combien de gens déménagent en Floride, si on le dit par jour, par mois, par semaine, par année? C'est quoi les chiffres? C'est drôle que tu demandes ça parce que j'étais justement là-dedans la semaine dernière avec d'autres agents. On regardait toutes ces statistiques-là. Quand on regarde d'une manière journalière, quotidienne, là, il y a en moyenne 1000 personnes par jour qui plient bagages de leur patelin au nord, que ce soit États-Unis ou Canada, mais surtout États-Unis, puis qui viennent s'établir en Floride. 1000 par jour? Par jour. Chaque jour qu'on se lève, il y a 1000 personnes qui viennent déménager en Floride. Puis, tu sais, y a-t-il de la place pour tout le monde? Est-ce que ça veut dire que l'immobilier, la construction, tout ça va suivre, va être capable de remplir les besoins? Oui, ça, c'est ça. Ouais. Non. Non, il y a encore un manque d'inventaire. Les constructeurs, surtout dans la pandémie, là, il y a un ralentissement du taux d'intérêt comme au Québec. Là, mais, oui. Mais on sait que ça va être temporaire. Là. Temporaire, mais la demande est encore là. Il y a un manque là, de plusieurs millions d'habitations aux États-Unis. Et puis, mais quand on regarde la Floride si on regarde la Floride quasiment comme un pays, tu sais, il y a 22 millions d'habitants. Au Canada, je pense que c'est 38 millions. Donc, c'est presque, bon, il y a 130 millions de visiteurs hors État qui visitent la Floride annuellement. 130 millions. C'est énorme. Alors qu'au Québec, on parle de 15 millions annuels. Mais sur les 15 millions, il y en a 11,6, c'est de l'intra-Québec. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, les Québécois voyagent beaucoup au Québec, mais ici, les Américains voyagent beaucoup entre États. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient c'est ça. Ça bouge en Floride, c'est certain. Ça bouge et le fait qu'il y ait une plus grande flexibilité maintenant des endroits où on peut aller, les régions où on peut aller. On a bien connu, évidemment, Fort Lauderdale et Miami, comme on le disait, et quelques autres patelins autour. Là, maintenant, la côte ouest est plus populaire. Est-ce que vous le voyez avec deux raisons principales, c'est-à-dire, comme on disait, on a appris plus l'anglais, donc plus à l'aise de se déplacer, et aussi le télétravail, parce que on parlait de gens qui font 1 mois, 2 mois au Québec, 1 mois, mais on en connaît aussi qui font, même s'ils sont 2 mois en Floride, ils vont se dire, regarde, moi, du matin, de 9h à midi, je travaille, l'après-midi à la piscine ou au golf, mais ils font ça tous les jours, donc c'est un genre de télétravail, mais on n'a pas quitté complètement le travail, donc c'est plus facile d'imaginer qu'on reste plus longtemps. Est-ce que ça reste ça, télétravail et la facilité avec la langue, qui explique pourquoi on étend l'intérêt pour la Floride?
Oui, c'est une des raisons pour laquelle les Québécois qui ont commencé à travailler à partir de la maison dû à la COVID, et là, les employeurs se sont dit, ça me coûte pas mal moins cher de l'avoir à la maison. Il est aussi productif, puis je peux fermer 3-4 bureaux, tu sais. Fait que ces gens-là, ces Québécois-là, ont réalisé qu'ils pouvaient travailler à partir de n'importe où. Donc, ça leur permet d'être ici plus longtemps, un gros 6 mois. Mais s'ils veulent garder leur assurance, comme on parlait, santé, bon, ils reviennent au Québec, là. Mais c'est pas ça la grosse raison là, de l'immigration qui viennent en Floride. Évidemment, il y a des Américains qui, eux, c'est plus facile parce qu'ils sont légaux. Donc, eux, ils se disent, pourquoi travailler au New Jersey à partir de chez moi alors que je pourrais être sur le bord de ma piscine à travailler? Parce que le New Jersey, hein, ceux qui ont été là l'hiver, c'est comme le Québec, c'est gris, il y a du béton. Oui, c'est venteux, c'est froid. Humide tout le temps, oui. Tu sais, Gilles, ça me fait penser toujours... des fois, je me dis, comment ça, tous les Américains du Nord sont pas tous en Floride, pas en Californie? Parce que si c'était les Québécois, si là, au Québec, c'était la Floride à Montréal, avec les palmiers, puis il n'y aurait pas un Québécois dans le Nord, là, tout le monde serait à Montréal. Tu sais. Non, c'est sûr. Donc, c'est encore très, très fort. Mais c'est la COVID, hein? C'est les mesures qui ont été le gros boom en Floride depuis 2 ans. OK, c'est ça. Donc, les effets de la crise de la COVID-19 ont été importants. Chez votre clientèle, Daniel, la gestion, appelons-la plus stricte du Québec, ça en a tanné plusieurs, de ce que je comprends. Ça a fait un bout de temps, mais un bout de temps, ça ne faisait plus. Ça faisait plus. Moi, ce qu'on me dit, là, parce que, admettons, si je prends tous mes clients québécois, là, j'ai un 9 sur 10, c'est des gens qui quittent le Québec en permanence, qui plient bagages. Ouais. Les autres, c'est pas le 6 mois, là. Oublie ça, ils vendent tout, ils sacrent. OK, ils plient bagages, ça veut dire on vend tout au Québec, puis on s'en va vivre là pour le restant de nos jours. La plupart vendent leur entreprise, la plupart quittent leur emploi, vendent la cabane, vendent la grosse cabane. Il y en a qui vendent leur grosse cabane, qui s'en viennent vivre ici dans un camper temporairement. OK, ils sont capables même de baisser le rythme de vie, mais en allant chercher tous les avantages. Oui, puis c'est pas tout. Il y a une grosse partie de ces gens-là, c'est des gens qui ont été, c'est quoi le mot, ostracisés? Oui, ostracisés, oui. Merci, ostracisés, à cause que c'était des gens qui ont opté de ne pas se faire vacciner. Okay. Donc, ils ont vécu en marge de la société pendant un long bout de temps. Ils n'ont même pas pu aller skier. Alors ces gens-là, c'est pas tout. C'est pas tous des gens qui sont, si vous voulez, dans la conspiration, tout ça. Il y a plein de gens d'affaires là-dedans. C'est des choix personnels. Oui, c'est ça. Eux ont choisi qu'ils ne voulaient pas, puis donc, ils ont été mis à l'écart. Et je pense que, j'ai entendu ça souvent, lorsque je crois que le premier ministre a cancellé le 31 décembre. Ça, c'était peut-être le plus décrié parce que, oui, le 31 décembre, c'est parce que et les restaurateurs, pardon, et les hôteliers, puis on sait quoi, défoncer l'année, la plupart des gens font un party, même à la maison. Tout le monde avait tout préparé, tous les repas étaient faits, tous les brunchs du 1er janvier étaient faits, puis ils ont annoncé ça à la dernière minute. Je pense que ça a été une des décisions les plus sottes que le gouvernement a prises. C'était à dernière minute comme ça, ça a découragé du monde. Ça a dû t'envoyer du monde en Floride, ça. Ça oui. J'ai des gars qui t'ont fait des familles, là. C'est la goutte, eux autres, ça a été la goutte, hein? Ouais. Tu sais, des femmes entrepreneurs, puis les gars entrepreneurs, c'est du monde qui ont du jus, puis c'est du monde qui ont de la drive, puis, tu sais, ils sont habitués, là, ils sont rendus où ils sont, puis ils en ont mangé des claques, puis ils se sont relevés, parce que c'est pas facile. Oui. Non. Mais pour eux autres, là, pour eux autres, ça a été une claque d'en face, puis ils se sont dit non, là, terminé. C'est assez, c'est la goutte, puis ils ont pris leur décision parce que ça prend du courage pour quitter, vendre et repartir à zéro. C'est pas tout le monde qui ont ça. Non. Des fois, quand tu amènes la famille aussi, tu as une responsabilité additionnelle. Là. Ces gens-là... C'est pas tout le monde qui part en famille, je comprends. Il y en a qui les enfants sont plus vieux, sont déjà autonomes, ça c'est vrai. Mais il y en a quand même qui ont dû partir puis transporter tout le monde, là. Il y en a beaucoup. Moi, je dirais, là, si j'avais à faire une moyenne rapidement, là, sans regarder toutes mes stats, je te dirais que la grande majorité, c'est des gens dans la trentaine et qui ont tous des enfants entre 3-4 ans jusqu'à 15 ans. Okay. Et puis, ils amènent les enfants. Ils s'en vont vivre en Floride. Oui, il y en a qui ne parlent pas anglais dans les enfants. Il va y avoir l'adaptation à la nouvelle école. Les gens, écoute, ils ont pris leur décision. Fallait-tu qu'eux, personnellement, soient... À bout pour vraiment décrocher puis vendre ton entreprise au Québec.
Et là, ces gens-là viennent ici légalement, là, donc ils ont contacté des avocats. OK. Ils sont la grande majorité. Ils payent les droits d'entrée, tout ce qu'ils doivent. OK. Oui, ils s'en vont avec des visas E2, donc ils vont soit s'acheter une franchise, soit partir un nouveau commerce, mais la majorité vont acheter un commerce déjà existant Établi, et ils doivent créer de l'emploi. C'est pas facile, là, venir aux États-Unis légalement, là. Il y a beaucoup de gens qui avaient ce rêve-là, et là, suite à avoir parlé, un avocat se rend compte que je peux pas. Tu sais, j'ai pas soit les moyens ou soit je peux pas prendre ce risque-là d'amener toute ma famille. Mais il y en a qui l'ont dans la tête, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont le faire, là. Parce que il y en a quand tu l'as d'autres. dans la tête, là, tu te dis, dans la vie, en couple ou entre amis ou n'importe quoi, même dans notre famille, souvent, on a des projets, souvent, honnêtement, on manque de temps pour toutes les faire, mais c'est correct aussi d'avoir des projets. Mais ça, c'est un projet pour plusieurs fondamentales, là, qui se disent, moi, mais je pourrais me passer d'une partie de l'hiver ou tout l'hiver au complet. C'est pas tout le monde. Il y en a qui en profitent beaucoup de l'hiver, puis c'est parfait. Mais c'est pour ça, quand tu parlais d'ostracisation tantôt, c'est ce que plusieurs n'ont pas aimé quand on a commencé à nous dire, si vous avez un voisin qui pendant la COVID, qui fait quelque chose de pas correct, fait de la délation, là, ça commençait à être des conditions humaines qui étaient un peu désagréables. Commencer à planter son voisin, appeler la police pour dire que lui, il a 3 chars devant chez eux. C'est pas des belles relations, on comprend? Fait qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Ça veut pas dire non plus, Daniel, tu vis aux États-Unis puis tu es revenu au Québec. C'est pas parfait aux États-Unis, on n'est pas en train de dire que tu es en train d'expliquer pourquoi il y a tant de gens qui s'en vont. On ne videra pas le Québec au complet, là. Puis moi, ma peine à moi, en t'entendant, Daniel, là-dessus, c'est de voir qu'on a des gens de 30-35 ans, des bons entrepreneurs, des entrepreneuses qui ont des bonnes business puis qui disent on sac notre camp, on ferme. Le dernier fermerait les lumières, comme on dit. Écoute, c'est vraiment un bon point que tu parles là, de voir ces gens-là qui créent de l'emploi au Québec et là qui ferment boutique, qui s'en viennent ici. On perd du bon monde, ça, je veux dire. Oui, on perd du bon monde. On peut les comprendre, là. Il y a plein de raisons. On a expliqué plein depuis 30 minutes, là. Mais il reste qu'on... Tu sais, par chance... Il va en rester parce que c'est pas facile, puis il faut vraiment vouloir. Et puis, il y en a peut-être qui vont venir, puis qu'après 6 mois... Ça fera pas, peut-être, ça se peut. Ils vont revenir parce que non... si on oublie le côté politique des États-Unis, là, parce que moi, c'est jamais ça qui m'a intéressé. Moi, j'étais fasciné par les États-Unis parce qu'à cause de la géographie et de la topographie puis des climats différents. Parce qu'on sait, on est dans l'Ouest américain, dans le Sud, dans le Nord, au centre, tout est différent. Alors qu'au Québec, on se promène, c'est beau. Écoute, la Gaspésie, Charlevoix, c'est tellement beau. Sauf que ça reste à peu près le même climat partout. Mais aux États-Unis, on a une grande diversité. Ça me fait penser un peu à l'Australie, où on a un grand territoire, puis c'est très, très diversifié. Donc, il y a beaucoup d'États-Unis, dans le fond. Puis même au plan moral et politique et au plan social, il y a plein d'États-Unis. Tu sais, le Sud, le Centre, l'Ouest puis l'Est, c'est tellement différent. Fait que c'est vrai que c'est plus de 50, pas 50 pays différents, mais quand même, c'est tellement vaste, puis il y a tellement de différences à cause de la culture, à cause de l'immigration, à cause de l'histoire. C'est pas banal. C'est pas banal. Non, c'est pas banal. Les Américains peuvent être très différents les uns des autres, dépendamment d'où ils sont nés, tout ça. Ouais. Puis en Floride, on a des gens de partout à travers les États-Unis, donc ça fait un melting pot incroyable. Fait que les gens qui aiment la diversité au niveau de la culture, de la bouffe, ces autoroutes, ça donne quelque chose d'intéressant par contre, parce que chacun amène sa façon de conduire d'où il était. Donc, il faut avoir les yeux ouverts. Oui, c'est ça, il faut avoir les yeux ouverts. Mais est-ce que, parce que, Daniel, tu parles des Américains qui composent beaucoup la Floride, je m'étais laissé dire qu'il y avait quand même des internationaux, c'est-à-dire les Russes, entre autres, qui avaient acheté énormément de bâtisses en Floride, les Indiens également, les Hindous, plusieurs en avaient acheté, les Arabes. Est-ce que la communauté internationale est si présente ou c'est minoritaire pas mal? Je crois qu'elle est plus vraiment sur la côte Est. Miami attire beaucoup ces investisseurs-là étrangers. Le Chinois. Oui. Sur la côte Ouest, c'est un petit peu plus américain. Oui, c'est vraiment là. Parce que, écoute, quand on parle, mettons, Miami, c'est vraiment super, Miami, là. Quand on va là, c'est le gros jet set, c'est la grosse ville, mais les vibes sont très différentes. Il y en a qui adorent ça. Boca Raton, c'est une autre histoire. Juste pour te dire, Gilles, comme à Naples, sur la côte ouest, dans le sud, à la même hauteur que Fort Lauderdale, l'âge moyenne est de 66 ans. L'âge moyenne. Alors qu'à Saint-Petersburg, c'est 36 ans. Oh!
Donc, lorsque les Québécois me contactent, parce que souvent, ils vont me retrouver sur un des nombreux sites Facebook où je m'affiche, admettons qu'ils me parlent, on aimerait ça aller à Naples, connaissez-vous? Non. Quel âge avez-vous? 36, 33, vous avez des enfants de 4-5 ans? Ouais. Je dis, bon, Naples, c'est peut-être pas la meilleure place, parce que le soir, il n'y a pas grand-chose à faire. Okay. Les plages sont très, très belles. Peut-être qu'il faudra aller plus dans le nord, dans la grande région de Tampa Bay, par exemple, s'ils sont déjà... Mais c'est ça qu'ils veulent de toi, dans le fond, savoir à quel genre d'environnement, quel est l'entourage, quel est le lien, les gens, l'âge, la démographie. Qu'est-ce qu'on va retrouver si on veut vivre là? C'est ça qui est important. Oui, parce que chaque ville est différente. T'sais. On pense Floride, les gens pensent mer Palmier. Oui, mais attention, là, chaque ville est différente et vraiment différente l'une de l'autre, surtout sur la côte ouest, puis même sur la côte est aussi. Tantôt, je parlais de Miami puis Boca Raton, puis si on compare Tampa avec Fort Myers, c'est le jour puis la nuit. Donc, dépendamment de vos intérêts, dépendamment de ce que vous aimez faire, si vous êtes des jeunes qui aiment sortir, ben c'est ça. Puis la côte ouest, je dois dire que c'est plus sécuritaire. Donc, on a beaucoup de jeunes familles. Pourquoi ils s'intéressent? C'est qu'ils ont fait leur recherche sur Internet. Okay. Hein. C'est la génération. Les statistiques de criminalité. Okay. Exact. Puis ils se disent, c'est plus sécuritaire, c'est plus familial. On veut une communauté clôturée. Ouais. Puis on veut des bonnes écoles. Donc, il faut dire que la côte ouest a la main gagnante là-dessus. Okay. Sur la côte est, par rapport, je dirais que c'est plus familial. Puis plus nature aussi. Beaucoup plus de nature, de parcs. Est-ce que Tampa Bay est le vaisseau amiral du côté de l'Ouest? C'est la région où il y a le plus d'intérêt présentement, la plus grande croissance? Oui, les gens disent on aimerait ça aller vivre dans la région de Tampa. Mais maintenant, la région de Tampa Bay, quand j'ai le Tampa Bay, là, ça l'englobe Clearwater, ça l'englobe Saint Petersburg, ça l'englobe évidemment toute la région urbaine de Tampa, ça l'englobe aussi Bradenton et Sarasota. Donc, tout ça, là, c'est la ville... C'est large quand même, là. Oui, c'est Tampa Bay, donc, et chaque ville va être très différente, même au niveau de l'âge. Saint Petersburg, 36 ans. Sarasota, 47 ans de la moyenne d'âge, donc, dépendamment. Donc, je suis là pour les guider parce que c'est important avant tout de parler. C'est quoi tes intérêts? C'est quoi vos intérêts? Dans quel domaine vous allez travailler? Tout ça. Après ça, je les guide. Est-ce que ça t'oblige, Daniel, par exemple, à connaître les lois de taxes, d'impôts, de savoir exactement ce que ça coûte, le coût de la vie, la taxe nationale, tout ça? C'est des questions, quand tu veux t'établir, il faut que tu saches ça, là? Exact. Surtout comme c'est beaucoup d'entrepreneurs, ces gens-là sont en affaires. Donc, aussi, ont fait leur recherche, mais là, ils valident souvent avec moi. Est-ce que c'est vrai que c'est juste 7% de taxes sur les biens et services? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est combien le taux d'imposition, c'est quoi? Fait que je leur parle. T'sais. Donc, c'est sûr qu'au niveau avantage monétaire là, pour un entrepreneur, même pour mettons un gars ou une femme. On va dire Donne-moi un exemple avec des prix. Là. Ça va me faire une tête, puis je pense que pour les auditeurs et auditrices, ça va être plus simple à comprendre. Admettons quelqu'un qui gagne 80 000 au Québec, okay, puis qui se trouve une job ici avec son mari ou son conjoint, elle gagne aussi 80 000. Bien, déjà là, en partant, comme je disais, sur les biens et services, au lieu de payer 15 % sur ta voiture de 30 000, bien, tu vas payer 7 %. Okay. Donc, c'est moins que la moitié de taxes en partant. Donc, il t'en reste plus dans tes poches, ton 80 000. Ensuite, au niveau du taux d'imposition. Au Québec, lorsque quelqu'un fait entre 100 et 200 000, ben, il va être imposé à peu près à 48 % en moyenne. OK? 48 % Aux États-Unis, ça va être 25 %. Oh! Donc, presque la moitié d'impôts qui te reste sur ton salaire. Donc, 80 000 en Floride, il t'en reste beaucoup plus. Tu sais, il va t'en rester 60, alors qu'au Québec, il va t'en rester 45 ou 44. Donc, on peut se permettre, dans cette optique-là, de gagner un petit peu moins cher puis d'avoir plus. Donc, il t'en reste plus. Donc, mais pour les entrepreneurs qui déménagent ici, qui disent, moi, là, je me repars une fabrique d'armoires ou je me repars une compagnie de construction, bien, pour eux autres, en plus d'avoir ces taux d'imposition-là très bas, il y a aussi qui peuvent déclarer tellement de choses au niveau des impôts. C'est un peu le paradis des entrepreneurs. C'est pas pour rien que les States, on dit, c'est la plus grande économie au monde. Tout ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages là, pour les entrepreneurs.
Est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver que quand même il y a des éléments qui sont plus chers? Entre autres, le tissu social au Québec, on s'en fait une fierté là, de dire qu'il y a effectivement beaucoup des gens. Les garderies sont moins chères, c'est accessible à tout le monde. Les congés parentaux, tout ça, mais ça coûte extrêmement cher à la société. C'est un choix que le Québec a fait. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'au Québec, tu peux pas être à droite vraiment. Tu es à droite de la gauche, mais tout le monde est à gauche parce qu'on a tellement de programmes sociaux. Mais est-ce qu'aux États-Unis, parce qu'une des choses qui est dite, c'est que si tu veux t'assurer aussi bien, entre autres pour la santé, ça coûte beaucoup plus cher. C'est un des aspects aux États-Unis qui est plus à risque, là, les soins de santé. Exact. Les gens, ça c'est une des 3 premières questions des Québécois qui veulent s'établir ici. Ils me Comment parlent ça marche? évidemment comment ça marche au niveau de la santé. Bon, évidemment, il faut se prendre des assurances privées. Et admettons, une famille de 4, parce que c'est un peu classique. 2 papa, enfants, maman, 2 enfants, parents, là. ouais, souvent, ouais. Bon, ça va leur coûter, s'ils veulent avoir une assurance qui va être solide, là, tout ça, ça va leur coûter pour la gang à peu près 1100, 1200 par mois. OK. OK? Sauf 10-15 000 par année. Exact. Sauf que cet argent-là, il est déductible d'impôts. Ah oui? Oui, à la fin de l'année, tu vas pouvoir déduire tes frais d'assurance médicale sur ton revenu. OK, je ne savais pas ça. Donc, on gagne ça. Puis ce qui est aussi déductible, lorsque les gens deviennent résidents, là, ben, tu peux déduire les intérêts de ta propriété personnelle. Admettons que tu payes 12 000 $ en intérêt sur ton prêt hypothécaire, tu le déduis. Et aussi, tu peux déduire tes taxes municipales, tes taxes foncières. Oh! Donc, quand tu ajoutes 1, 2 puis 3, ouais, je comprends. tu dis, ben Colin, oui, il faut que je me paye des assurances, mais ben, je peux déduire ça, je peux déduire ça, puis je peux déduire ça. Tu peux déduire ton dentiste aussi. Mais je pense que des frais aussi, tu peux déduire au Québec, des frais qui ne sont pas couverts, là, non couverts au Québec, on peut déduire ça. Mais tu peux déduire donc tes franchises. Donc, ta franchise de 1100 $ par mois, elle est déductible d'impôt. Donc, ceux qui sont les nouveaux snowbirds, ceux qui travaillent sur les 30, 35, 40 ans, est-ce qu'il y a un type de travail qu'ils font? On dit entrepreneur, mais c'est plus des gens en informatique ou dans ta clientèle? Je comprends qu'il y a toutes sortes de genres, mais y a-tu un type de clientèle d'affaires qui se démarque? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vaguent dans la construction là, at large. OK. Je parlais de fabrique d'armoires tantôt, là, parce que c'est un de mes... C'est des gens qui en a plusieurs qui sont devenus des amis maintenant. Là. OK, je comprends. Mais oui, tu as des gens qui travaillent au gouvernement même, qui partent. Pour eux autres, c'est encore plus difficile parce que le saut, ils sont tellement sécures dans leur emploi que faire le saut pension ici... extraordinaire au gouvernement. Oui, ben oui. Oui. Eux autres, c'est des gros sauts. Mais c'est vraiment dans l'optique d'avoir une vie meilleure qu'au Québec. C'est fou, je pensais jamais entendre ça dans ma vie. Puis la COVID est venue faire créer, si vous voulez, des états intérieurs qui ont fait que ces gens-là ont remis en question leur vie au Québec et croient, eux, qu'ils vont avoir plus de liberté ici, puis qu'ils vont être plus heureux. Puis ils me parlent souvent de leurs enfants. Je veux pas que mes enfants... puis ces gens-là ont peur. Là. Ils me parlent d'une 7e vague. Ils ont peur que les masques vont être obligatoires à l'école. Donc, c'est très centré autour COVID. Là. OK, la suite. Une prochaine crise, comment on va gérer? Ça ne tente pas de revivre, mettons, ce qu'on a vécu dans les derniers mois. Là. Ben, pas récemment, là, mais mettons dans la dernière année et l'autre avant. Ouais. OK. Donc, j'ai des gens qui m'ont contacté la semaine dernière, puis ça, c'est la première fois, c'est toute la famille au complet. Le mari, la femme qui sont jeunes, papa, maman, et puis le frère et conjointe. Ils partent les 6, ils quittent les 6. Oh, donc, ces gens-là ont toutes des occupations différentes. Là. Et puis là, ils vont s'acheter une franchise, puis ils vont tous travailler là-dedans. OK, ils vont se créer leur propre emploi au départ ensemble. Exact. OK, exact. Est-ce que, Daniel, vous avez vu, je sais qu'il y en a, là, mais je veux t'entendre parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des exemples impressionnants. Je suis allé faire une saucette avec mon frère en Floride l'hiver dernier. Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas allé. Et lui, il a un condo là-bas. Puis je voyais dans des journaux, je pense que c'était à Beau-Caraton ou je ne sais pas trop quoi, il y avait un petit journal là, de la place. Puis on parlait d'immobilier, mais il y avait des exemples de démesures de prise de valeur en dedans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, une folie furieuse des 2 dernières années. Est-ce que tu as eu ce genre d'exemple-là aussi sur ta côte ouest ou même la côte est, je m'en fous, mais est-ce qu'il y a des exemples faramineux d'augmentation en peu de temps, dans le fond?
Ça a été spécial comme courtier immobilier de représenter des acheteurs là, qui ont été là, étourdis par, les valeurs, comme tu dis, qui ont grimpé incroyable. Des maisons qui, en 2019, valaient 250 000 et là, à la mi-2021, la même maison vaut pratiquement 500 000. OK, le double. Ouais, en moins de 2 ans. Okay. Ouais, presque le double. Les taux d'intérêt n'ont pas été aussi bas qu'au Québec. On n'a pas connu du 1. Les taux d'intérêt hypothécaires n'ont pas descendu dans les 1 point quelques. On était dans les 2,5, 1,95. Maintenant, on parle entre 5 et 6. Mais ça a fait que, oui, les prix ont grimpé. Maintenant, ça s'est rajusté. Il y a eu une petite baisse peut-être de 5 à 10 et là, on a comme, si tu veux, on a comme atteint un plancher présentement au niveau des valeurs. Là. Donc, on n'a pas connu de crash encore comme on a connu en 2008. Puis je pense pas qu'on va connaître ça. Il y a une demande. Dans le fond, tu dis, il y a des gens qui ont mis leur projet peut-être sur la glace parce qu'ils vont attendre de voir comment le marché va se présenter. Il y a de ça, mais l'intérêt est là pareil. S'il y a tant de monde qui veut aller en Floride, c'est qu'il va y avoir de la demande aussi. Mais la hausse du coût de la vie, est-ce que, tu sais, comme l'essence, on a toujours dit aux États-Unis, ça coûte beaucoup moins cher, mais là, ça a monté. Dans les derniers mois, il y en a qui ont dû trouver le temps long, là, en allant mettre, tu sais, quand tu as un Ford F-150, là. Puis on sait qu'il y en a. Et il y en a en Floride, en tabarouette, ailleurs aussi, là. On a un qu'à aller dans un stationnement au Walmart ou dans un grand magasin. Là, on regarde ce qui est stationné dans le parking. C'est des pick-up et des suivis, bien entendu. Le gallon monté ici, là, à près de 5 $. Et puis, depuis un mois et demi, là, on est sur la côte ouest, on est en moyenne à 3,65. Donc, il y a eu une montée baisse, et là, ça l'a rebaissé et ça semble se maintenir autour de ça. Donc, à 3,65, les gens ne crient pas trop. Hein. On s'était habitué à 5 $. C'est ça qui est un peu ridicule parce qu'au moment où on enregistre, nous autres, on est aujourd'hui le 9 août 2022. On enregistre. Puis, je suis allé mettre de l'essence ce matin. Puis, je me suis senti mal un peu parce qu'on est allé à 2,30 un bout de temps, 2,30 le litre ici au Québec. Mais là, j'étais à 1,84 puis j'avais quasiment le goût de sauter de joie et sortir les ballons. Tout en oubliant qu'on l'a déjà eu pas mal moins cher il n'y a pas si longtemps. Là. Entre autres, en début de crise, ça avait descendu en bas d'1 pièce. Fait que finalement, l'habitude fait que j'ai dit « Hey, juste 1,84 ». On a l'impression qu'on a gagné quelque chose. Gagné à la loterie. Mais est-ce que donc la tendance, les jours n'ont pas l'air sombres devant vous, mais il y a quand même une incertitude à cause de la guerre en Ukraine qui s'étire. Oh mon Dieu. Tu sais, c'est rien de bon pour personne. Et aussi l'approvisionnement qui est difficile. Entre autres, dans l'automobile, on le voit, il manque de pièces, il manque de microprocesseurs et autres. Fait que on ne peut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, mais de dire non plus que tout s'est effoiré ou que tout va s'effoirer, ça serait... D'abord, on se trompe tout le temps quand on fait ces prédictions-là. Combien de gens pendant 10 ans, 15 ans nous ont dit hey, « taux d'intérêt va monter, c'est sûr ». Mais ils ont été 15 ans sans monter ou presque, là. On dirait que même pour les experts, c'est rendu presque impossible de faire des prévisions tellement qu'il y a des variables oui. qui sont impossibles à calculer, que ce soit, comme tu dis, la guerre en Ukraine, la Chine avec Taïwan, que ce soit l'approvisionnement. Au niveau de la nourriture, ici, ça va. On n'a pas vraiment manqué, on n'a pas eu de... Bon, mais au niveau des voitures, là, si je parle dans les Honda, Hyundai, là, dans les modèles... Là, asiatiques, entre autres. Oui, les dealers, comment on dit ça? Les concessionnaires chargent entre 4 et 6 000 $ de plus en prime. Pour exemple, un Kia Telluride, là, Telluride ou Telluride, 5 à 6 000 $ de plus pour plein de voitures. Donc, tu vas acheter une voiture, puis le prix est 41, puis là, il dit oui, 41 plus 5. Donc, c'est très choquant d'avoir à payer... Comment justifie ça? Pas d'inventaire. Ah, pas d'inventaire. Faut que tu payes trop plus de cher. demandes. OK, trop de demandes. Bon. Ouais, puis est-ce que ça affolie aussi des voitures usagées? Ici, il n'y en avait plus au Canada non plus, c'est pareil? C'est drôle que je viens de vendre ma voiture ce matin à un groupe qui s'appelle Car Gurus. Eux autres, ils achètent des voitures. Oui, écoute, ils m'ont payé plus cher que qu'est-ce que je devais, puis plus cher que qu'est-ce que je vois qu'elle devrait se vendre. 2 à 3 000 de plus.
Il y a des demandes aux États-Unis dans certains États pour des véhicules qui sont incroyables. Donc, il n'y a pas assez d'usagers, puis il n'y a pas assez de neufs. Donc, il y a encore une pénurie. Des fois, je me demande, elle vient de où cet argent-là? Puis le monde sort de où, tu sais? En tout cas, on parle de récession, mais je te dis récession, mais ça paraît pas tant que ça. Les restaurants sont pas vides. C'est plein. Tout le monde plein. Il y a des files d'attente pour acheter des voitures neuves partout. Fait que, non, il doit y avoir un menteur dans la salle. Là. On sait pas au Québec aussi, là. Ouais, au Québec aussi. Oui. Bon, absolument. Fait que ça se peut-tu un jour que tu reviennes, Daniel? Mettons qu'on termine là-dessus. C'est-tu à vie, t'espères mourir en Floride ou... Des fois, je me dis, juste pour être un peu spirituel, philosophique, là, qu'est-ce qui arrivait si je mourais demain matin? Où est-ce que je vais me faire enterrer? Ou, ça va être en Floride, sur le bord de la mer? Ça va-tu être au Québec? Les racines. Je me fais rapatrier. Oui, ben, je pourrais nourrir un arbre puis faire pousser l'arbre pour me mettre là. On va te mettre une plaque. Une plaque, oui. Ici J, le Floridien. Écoute, je penserais pas. Puis encore là, il ne faut jamais dire jamais, mais mes 9 ans au Québec ont fait que j'ai vraiment eu le goût de revenir en permanence. Puis là, j'ai tellement mis d'énergie à me rebâtir une carrière. Là, ça va bien, c'est pas le temps d'arrêter. Là. Tes contacts se multiplient. Multiplient. Puis, si on peut t'aider, on peut peut-être dire où les gens peuvent te rejoindre. Mettons qu'on a donné l'idée à 2-3 personnes. Là, c'est quoi, qu'est-ce qui est le plus simple pour te rejoindre? C'est-tu par Facebook? Comment on te trouve? Merci d'abord, Gilles, pour faire ça. Écoute, on peut me rejoindre sur différents endroits. On peut me rejoindre si vous faites mon site internet, c'est danieltremblayrealtor.com. Donc, parfait. Realtor, c'est R-E-A-L-T-O-R. Mais si on fait Daniel Tremblay Immobilier sur Google, on trouve tout de suite. Si vous faites Daniel Tremblay, Sarasota, ou si Daniel Tremblay, Realtor, je sors, il va y avoir peut-être 10-12 choses là. Puis en fait, il pourrait aller me voir sur ma page Facebook. Ben oui. Ça s'appelle Florida Minute. Florida Minute. C'est là qu'il y a des chroniques puis tout, parfait. Des chroniques, des vidéos, oui. Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est gentil. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast-là parce qu'il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt, puis il y a des gens qui y vivent. Il y a quand même... C'est combien de Québécois qui vont en Floride au minimum par hiver? C'est-tu 300-400 000? C'est encore ça ou c'est plus sur la côte Est, c'est une coupe de 100 000. Je n'ai pas ces données-là exactes. Là. OK, pas grave. Non. Je suis désolé. Il y en a en masse, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Daniel. On va aller voir ton site, on va écouter tes chroniques. Salut. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.